nous allons nous intéresser à quelques exemples d'expériences réussies d'entreprises du secteur privé. Si vous voulez bien, on va commencer par la Socredo dans un premier temps, et puis on partagera le retour d'expérience. Bah non, bah je vois qu'on va commencer par Prism, donc on va commencer par Prism. Et on finira, alors j'espère que c'est bien ça l'ordre de passage du coup, par l'OSB. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi c'est Alan Touchard de la CCISM. Donc je travaille pour l'incubateur en chargé d'émergence et innovation. Et aujourd'hui, on va parler justement un peu de cet incubateur en 10-15 minutes, voir tout ça. Juste pour savoir, dans la salle, qui sait ce que c'est qu'un incubateur de start-up? Levez la main. Ah, il y en a déjà pas mal, donc ça va. Donc pour les autres, qu'est-ce qui se cache un peu derrière ce mot un peu barbare, l'incubateur? Donc c'est comme un incubateur pour les poussins. Donc c'est une machine qui favorise la croissance des poussins en les protégeant des maladies, des mauvaises conditions météo, des plus gros poulets. Un incubateur de start-up, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va protéger les jeunes entreprises innovantes du Fénois en les accompagnant, en les coachant, en faisant un programme et un parcours de formation avec eux. Donc voilà, pour un peu comprendre ce que c'est qu'un incubateur dans son ensemble. Il y en a à peu près partout dans le monde. Vous avez le plus grand incubateur d'Europe, je suppose que vous connaissez pour la plupart Station F, qui a été monté par Xavier Niel. Prism a exactement le même âge que Station F à quelques mois près. Donc la Polynésie est bien en avance aussi sur l'innovation et suit la tendance mondiale. Donc Prism, en quelques mots, ça a été lancé en mai 2017 en partenariat avec Make Sense, donc l'association de Christian Vanizette. Nous avons fait un premier appel à projet pour avoir donc les startups, notre première promo. Donc il y a eu 53 dossiers déposés, on en a présélectionné 12 et par la suite il y a 7 startups qui ont rejoint l'incubateur pour 6 mois de programme en mode intensif et les 6 mois qui vont entamer maintenant avec un suivi plus à distance où on reste en relation et en rapport avec eux et on suit encore leur parcours. Donc les services proposés par l'incubateur, c'est déjà un espace de coworking de 100 mètres carrés avec un accès Internet haut débit. Donc on est situé au 2e étage de la CCISM en plein centre de Papeete, donc avec de parfaites conditions d'espace de coworking pour toutes nos startups. Il y a également un bureau et une salle de réunion de 50 mètres carrés qui sont équipés d'une imprimante, d'un rétroprojecteur, machine à café, donc tout ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. Suite à ça, ils ont un programme d'accompagnement opérationnel avec l'équipe Prism. Donc l'équipe, on est 2. Il y a Capucine, la responsable de l'incubateur, qui l'a monté à partir de mai 2007, et moi qui l'ai rejoint il y a 3 mois en tant que chargé d'émergence et innovation pour la suppléer. On les accompagne également avec un réseau de mentors. Donc les mentors, c'est quoi? Ça peut être des chefs d'entreprise ou des experts dans certains secteurs bien précis qui accompagnent en fait les startups dans des spécificités un peu techniques par rapport à leur business. On les met également en relation avec tout le service et le réseau de la CCISM. Donc grâce à ça, ils peuvent trouver les contacts facilement et faire avancer leur projet aussi de la meilleure manière qui soit. Il y a également aussi toute une mise en relation avec la presse, comment faire des communiqués, comment mieux communiquer au niveau du marketing, etc. Donc on les forme également là-dedans pour faire parler et faire connaître leur projet. On organise des événements publics et privés. Donc public, je pouvais lever la main dans la salle ceux qui ont déjà participé à certains de nos événements, que ce soit un atelier science-fiction ou... Ouais, il y en a quelques-uns. Ah, super, je suis content. Ensuite, oui, des événements privés également, ça peut être des mini-meet-up, des conférences, et on fait également un petit déj des startups toutes les 2 semaines où on apporte en fait tous un petit truc à manger et on voit un peu quelles sont les étapes que sont en train de franchir nos startups. Elles partagent entre elles en fait leurs différents problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours, et nous, ça nous permet d'avoir un petit feedback, un retour de quelles sont les problématiques qu'ils aimeraient bien traiter, et suite à ça, on peut leur faire des petits ateliers ou des mini-formations adaptées pour répondre à leurs problématiques. Et on apporte aussi à côté de ça une méthode et une ambiance start-up de par nos locaux, nos méthodes de travail et tout ce qu'on peut leur apporter. Donc au niveau de la méthode de Prism, en quoi ça consiste? Donc on est sur le Lean Startup. Donc le Lean Startup, c'est quoi? C'est le fait de tester une idée avant de mettre son projet à plus grosse échelle. Donc on va tester, on va itérer, on va faire des tests, voir si la startup trouve son marché,
Si derrière la clientèle va répondre à la proposition de valeur qui est apportée par la startup, de manière à par la suite valider le concept de la startup et donc par la suite accélérer et grossir de plus en plus vite. Donc on réduit les cycles de commercialisation des produits, voilà, et on conçoit des services et des produits qui rencontrent le mieux la demande des consommateurs. Donc là, vous avez une petite photo derrière donc de la première promo Prism au sein de nos locaux. Donc au niveau de nos startups, on en a eu 7. On a Family Psy de Nathalie, j'en parlerai un peu tout à l'heure. On a Food Cook Blab de Audrey, qui était une plateforme numérique de tourisme culinaire. Elle est également en train de mettre en place à Montréal donc un atelier de fabrication, de transformation des produits locaux. Donc pour faire également vivre des expériences culinaires à la fois aux touristes mais aux locaux, et par la suite également créer sa plateforme de tourisme culinaire en ligne. On a The Ario Experience de Inatea et Laura, j'en parlerai un peu également par la suite après. On a Leadbiz de Kevin Besson qui est présent avec nous dans la salle. Kevin, lève la main, juste pour qu'on puisse voir, il est juste là. Bzz, bzz. On a également Terrenia, donc ça c'était une plateforme pour coordonner le covoiturage et l'autostop. Donc au début cette startup elle a été créée d'abord sur Facebook avec la page Terrenia. Il a voulu justement valider son concept et voir si ça répondait à une demande. Donc il faisait de la mise en relation sur Facebook entre des personnes qui avaient des trajets à proposer et des clients qui cherchaient à faire du covoiturage. Et donc il a pu tester son idée par la suite. Et l'idée maintenant c'est de développer sa plateforme. Donc il a déposé son nom de domaine il y a à peine 2 semaines et sa plateforme sera bientôt en ligne. Et on a également Matairi qui a créé la startup Va Spirit, donc la dernière ligne derrière moi. Donc ça c'est une plateforme numérique pour initier tout public à la pratique du VA. Concrètement, il veut faire quoi? Il veut mettre en relation donc à la fois des potentiels pratiquants de VA, que ce soit du touriste, du loco, toute personne qui veut s'initier au VA, avec les clubs de VA au niveau local, qui eux souvent vont avoir du mal à trouver des personnes qui aimeraient essayer le VA. Donc en fait, il veut être le Airbnb du VA, c'est-à-dire mettre en relation des clients potentiels avec les clubs de VA locaux. Donc on va revenir à Family Psy. Donc elle a fait une plateforme de e-learning pour résoudre les problèmes familiaux. Donc elle s'attaque à une problématique qui est rarement résolue de la part des plateformes qu'on peut connaître dans le monde. Donc ça va être par exemple faire des mini-cours, des formations. Elle va également fournir des e-books, donc des livres en ligne pour faire de la gestion de conflits. Elle crée aussi plein d'événements, que ce soit public ou privé, où en fait elle va faire des conférences. Là dernièrement, elle a fait une conférence sur les usages du digital avec ses adolescents. Si vous dans la salle par exemple, vous avez des enfants qui sont ados et qui sont trop sur leurs écrans, qui sont trop dépendants, voire accros à leurs écrans, elle apprend justement aux parents à pouvoir un peu réguler tout ça et contrôler un peu ce que font nos adolescents sur les réseaux. Donc tout ce qui est en rapport avec la psychologie, les problèmes familiaux ont été complètement digitalisés par le biais de sa plateforme. Une autre startup qui est chez nous, donc The Aria Experience de Inatea et Laura. Donc elles ont créé elles ont un centre culturel à Papara. Et elles font en fait des expériences où elles font découvrir la culture polynésienne. Et donc ça peut être par exemple, elles vont faire découvrir aux touristes ou aussi bien aux locaux comment confectionner un haima, comment faire également des cours de danse, des cours de musique, et également de la confection du tapa. Donc c'est des différentes expériences qu'elles proposent à la fois aux locaux et aux touristes. Et ne serait-ce que la semaine dernière, elles avaient une quarantaine de Japonais. Elles ont fait également des déplacements au Japon pour animer certains ateliers. Et il faut savoir par exemple qu'au niveau du marché, au Japon, on a près de 300 000 pratiquantes de danse tahitienne rien qu'au Japon. Donc c'est plus d'habitants que la Polynésie. Et elles se sont rendues compte qu'il y avait un marché vraiment incroyable, d'où l'importance du digital et de pouvoir digitaliser leur activité aussi pour présenter les mouvements de danse, leur traduction, etc. Donc la plateforme sera bientôt disponible aussi en ligne. Pour le moment, elle se concentrait surtout sur les activités en physique dans leur centre culturel et elle revêt d'ailleurs une partie de leurs bénéfices directement aux enfants qui sont dans le besoin et aux associations locales. Enfin, une autre start-up, donc Kevin.
qui a créé donc la startup Leadbiz. Donc Leadbiz, c'est quoi? Kevin est un passionné à la fois d'informatique et de nature. Il a des abeilles dans son jardin et il est complètement tombé amoureux en fait de cette petite abeille. Et il s'est demandé en fait comment on pourrait davantage les protéger, davantage surveiller quel est l'état de santé des ruchers en général. Donc il a créé avec une petite imprimante 3D, il a commandé des capteurs, il les a assemblés lui-même et il a créé le petit capteur que vous voyez derrière moi. Donc grâce à ce petit capteur, il peut notamment récolter un maximum de données, que ce soit le taux d'humidité, le poids de la ruche, l'activité sonore. Tout un tas de données en fait, qui permet de vraiment récolter des informations sur l'état de santé général des ruchers. Et lui, vraiment, ce qu'il souhaite à l'avenir, c'est davantage travailler avec la recherche, que ce soit en Polynésie, mais aussi au niveau mondial, pour analyser l'état de santé de nos ruches, puisque il répond à une grosse problématique qui est nos abeilles disparaissent à travers le monde et pas grand-chose est fait dans le monde justement pour davantage les protéger. Et grâce en fait à sa solution connectée, c'est un meilleur moyen aussi de surveiller l'état de santé de nos abeilles et de préserver notre planète. Donc, comment rejoindre le prisme, comment rejoindre l'incubateur? Donc, tous les 6 mois à 9 mois, on fait en fait un appel à projet. Donc, si vous, dans la salle, vous voulez créer votre start-up, suivez notre actualité sur Facebook et candidatez à notre appel à projet en ligne. Grâce à ça, nous analysons votre dossier. Suite à ça, le 22 décembre, là, nous allons donc annoncer les présélectionnés pour la deuxième promo. Les présélectionnés seront invités pour un bootcamp où pendant 2 jours, en fait, on va les préparer à pitcher, c'est-à-dire à passer devant le jury. On va les aider à un peu clarifier leur projet pendant 2 jours pour essayer de se départager par rapport aux autres concurrents. Et le but, ça va être de passer donc devant le jury le 19. Et si jamais ils sont sélectionnés par le jury final, le but, c'est de rejoindre ensuite l'incubation pour une période de 6 mois à 9 mois à partir du 22 janvier. Voilà dans l'ensemble. Donc je vous invite à liker notre page Facebook de Prism pour suivre un peu toute l'actualité et quelles seront les startups sélectionnées. Également un gros événement qui va avoir lieu l'été prochain, donc entre le mois de mai et le mois de juillet. Donc ça sera l'organisation de la Startup Cup, donc qui sera une coupe de l'entrepreneuriat au Fénois. L'idée, ça va être de faire des ateliers d'innovation collective. Donc j'ai eu l'occasion avec certains dans la salle de faire quelques ateliers. Qu'est-ce qu'un atelier d'innovation collective? Le but, c'est de vous réunir en fait pendant 5 heures avec des personnes inconnues. Vous pouvez aussi bien venir avec des amis que venir tout seul, avec une idée ou sans une idée. Et le but, c'est que pendant 5 heures, je vous fais émerger une idée de start-up potentielle en petits groupes et que on parte d'un problème donné et que vous, votre solution, ça soit la création d'une start-up qui vient répondre à cette problématique. Pourquoi on part d'une problématique à la base? C'est que si vous vous lancez, que vous êtes pour la première fois entrepreneur, c'est beaucoup plus facile de créer une start-up qui répond à un problème plutôt qu'il n'en répond pas. Comme exemple, souvent ce qu'on peut donner, c'est qu'il est plus facile de vendre un Doliprane à quelqu'un qui a mal à la tête que de vendre de la vitamine C à quelqu'un qui est en bonne santé. Pour une start-up, c'est exactement la même chose. Si votre start-up elle répond à une problématique, que cette problématique est de plus en plus croissante, le jour où quelqu'un demain trouve une solution à la pollution, par exemple, il peut être sûr que sa start-up elle va faire un carton. Donc voilà, c'est un peu pour vous donner l'idée. Et donc pour cette Startup Cup, ça va être le but de faire des ateliers, que ce soit avec les écoles, les universités, mais aussi les communes, et de donner vraiment envie aux personnes d'entreprendre. Et le but, c'est d'avoir un maximum de projets qui vont candidater à cette Startup Cup et de les mettre en compétition pour la phase finale avec derrière des prix à gagner. D'ailleurs, je place un petit message aux partenaires potentiels. On a la chance d'avoir notre partenaire EDT qui nous rejoint pour le projet de la Startup Cup. Nous en appelons d'autres également, que ce soit des partenaires financiers ou également logistiques. Et également, il y a aussi un message que j'aimerais adresser aux différentes entreprises, aux grosses entreprises au niveau local. Il faut savoir que l'innovation, la recherche, le développement, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas que l'affaire des startups, ce n'est pas que l'affaire aussi des universitaires. Les grosses boîtes locales ont aussi un rôle important à rejoindre aussi Prism et à favoriser aussi au sein de leur structure l'innovation, la recherche, le développement, en passant par l'intrapreneuriat, le fait d'encourager aussi ses employés à créer des startups, à davantage faire d'innovation et de recherche. Donc voilà dans l'ensemble. Donc comment nous contacter si jamais un jour vous êtes intéressé par le Prism pour nous rejoindre ou autre. Donc vous avez nos 2 emails à l'équipe juste en haut et vous avez également la page Facebook. Vous pouvez nous envoyer un petit message sur Messenger.
On essaiera d'aller au plus vite pour vous répondre et pour un éventuel rendez-vous, on est toujours ravis de vous accueillir à Pris. Voilà. Merci, je vais laisser la parole. Alors, merci Alan. Avant de passer la parole à Vincent, moi j'avais une petite question qui était quelles ont été les principales contraintes que l'équipe de Prism a rencontrées lors de cette première session? Quelles ont été les difficultés qui ont été constatées à l'issue de cette première session? Alors, les difficultés qu'ont pu rencontrer, on va dire, la plupart de nos startups durant cette année-là, comme vous le savez, ici, on n'a pas d'assurance chômage. Donc, si on veut se lancer dans l'innovation et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus dur de se lancer en Polynésie par rapport à un pays comme la France, par exemple, parce qu'on n'a pas d'assurance chômage. Donc, la plupart de nos startups avaient déjà une autre activité à côté. Et ils sont déjà soit chefs d'entreprise, soit ils pouvaient être salariés ou autres. Et donc, ils sont obligés quand même de travailler à côté pour subvenir à leurs besoins. Et ils ne peuvent pas consacrer donc 100% de leur temps à la start-up. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie problématique, c'est le manque de moyens que peuvent avoir nos start-up pour se consacrer vraiment pleinement au développement de leurs idées innovantes et pouvoir lancer leurs projets. Également aussi une autre problématique, c'est que 6 mois, c'est très très court. Donc c'est sûr, quand on a déjà une activité à côté et que on essaie de lancer sa start-up, 6 mois, ça passe très très vite. Ils ne se sont pas rendus compte du temps pour la plupart. Donc c'est sûr que l'incubation, c'est fait pour ça aussi. On est là pour voir si le projet est vraiment viable à l'avenir. On est là pour les amener à la réussite et éviter en tout cas l'échec ou en tout cas le mauvais échec. C'est-à-dire que nous, on est là pour montrer que leur idée, elle est là pour répondre à un marché, à un potentiel qui trouve vraiment des clients par la suite. Le mauvais échec, c'est de rester pendant 5 ans sur une mauvaise idée. Nous, justement, on est là pour montrer qu'en 6 mois, il faut justement qu'il trouve son marché, qu'il teste ses idées et que derrière, il puisse vraiment répondre à une demande d'un point de vue du marché. Donc voilà. Merci. Alors, je vous propose tout simplement de passer à la deuxième présentation, qui est celle de la Socredo, sur la transformation digitale. Donc, je suis doublement ravi d'être présent aujourd'hui, puisque j'interviens à la fois donc, en tant que président d'Open, et ça a été évoqué, Open a participé activement à toute la démarche depuis de nombreuses années, à la fois sur le plan numérique de 2011, sur la démarche de l'Observatoire du numérique en 2014-2015 et maintenant avec Smart Polynesia. Donc c'est important que les entreprises privées soient unies pour construire l'écosystème numérique du pays. Et dans la continuité, dans l'illustration de ce travail des entreprises, j'interviens effectivement maintenant en tant que responsable de la transformation digitale de la Socredo. Et d'ailleurs, au-delà de la Socredo, c'est tout le groupe qui participe et qui œuvre, puisqu'on aura l'occasion aussi d'entendre Christian de l'OSB. Et on va parler notamment pour la Socredo de l'appli mobile qui a été lancée en début d'année et qui a été développée par une entreprise locale qui fait partie du groupe, qui est la société Pity, pour ne pas la citer. Donc c'est important déjà de rappeler le rôle important des banques pour le soutien et le développement de l'économie. Un soutien à la fois sur les ménages, sur les particuliers, mais également sur les entreprises. C'est un rôle majeur partout dans le monde, et notamment en Polynésie, avec pour la Polynésie le contexte particulier qui a été évoqué notamment par l'opérateur l'OPT ce matin. C'est qu'on est dans un territoire vaste comme l'Europe, qu'on voit là. Et la Socredo a aussi une vocation, au même titre d'ailleurs que les services financiers de l'OPT, une vocation d'œuvrer et de servir l'ensemble des clients sur tous les archipels. Donc la Socredo est présente dans les 5 archipels, au travers de 26 agences, et elle sert plus de 137 000 clients, ce qui est considérable. Et le digital est un élément, et le numérique est un élément important, central, pour pouvoir justement servir au mieux tous ces clients, sachant que l'ambition de la Socredo depuis son origine
a toujours été de servir tous ses clients, quel que soit leur revenu, quelle que soit leur situation géographique, de la même façon. Et c'est un défi majeur de pouvoir servir nos clients de la même façon aux Marquises, au Tuamotu ou à Papeete. Donc on s'est appuyé, avant de lancer notre ambitieux plan de transformation digitale en 2016, sur l'enquête qui avait été réalisée par la DGEN en 2014, qui depuis a été réactualisée puisqu'elle a été présentée pour la mise à jour 2017 ce matin par Karl. Cette enquête a été aussi enrichie par une enquête interne réalisée auprès de nos clients. On souhaitait nous assurer que notre ambition était conforme aux attentes de nos clients. Et aujourd'hui, donc, on a pu avoir la confirmation, et chaque année, les chiffres montrent que l'évolution est croissante dans le taux d'équipement, en connexion Internet, en équipement informatique, en smartphone bien sûr, et que les clients sont de plus en plus exigeants. Ils sont capables aujourd'hui de comparer, de voir ce que les autres entreprises ou les autres secteurs sont capables de fournir partout dans le monde. Et donc c'est important de sans cesse innover pour nous adapter aux exigences des clients. Sachant qu'en termes de connectivité et en termes d'équipement, il ne faudra jamais oublier que tout le monde aujourd'hui n'est pas connecté, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'équiper. Il faudra être très attentif, et d'ailleurs c'est un des volets du plan Smart Polynesia, de ne pas laisser une partie de la population au bord du chemin. Il faudra essayer d'embarquer tout le monde. Et c'est le fameux thème de l'inclusion numérique qui est un thème qui nous est cher. Et on essaiera tous ensemble de trouver des solutions parce qu'il est impératif de ne pas provoquer de fractures numériques au même titre qu'il peut y avoir une fracture sociale avec certaines couches de la population. Et je vais laisser Evelyne poursuivre sur le plan de transformation et les ambitions qui nous ont conduits à ce plan. Bonjour à tous, donc j'en charge au sein de la Banque Socredo notamment le volet organisation et qualité. C'est vrai que pour les banques aujourd'hui, l'enjeu de la transformation digitale est très important. Alors c'est vrai qu'on est dans des processus aujourd'hui très industrialisés au sein de tous les établissements bancaires et que nous avons déjà aujourd'hui en place des systèmes de workflow, des processus de dématérialisation aujourd'hui de nos activités. Cette transformation digitale, on l'a entamée en 2016. En 2016, on a réfléchi sur la stratégie digitale et sur l'ambition que la Banque Socredo et le groupe voulaient en matière digitale. Alors, ce que l'on a appris lorsqu'on a bâti notre stratégie digitale, c'est qu'il fallait être humble face au digital. Parce que c'est vrai que qu'on s'est fait accompagner par des experts à l'extérieur et qu'on a fait beaucoup d'actions de brainstorming pour arriver à bâtir un plan vraiment ambitieux à 3 ans. Je vais y arriver. Pour arriver à bâtir Est-ce que tu peux faire ta présentation sans slide? Voilà. Je vais y arriver. Donc on s'est fait accompagner et l'enjeu, nous, de la stratégie digitale, il n'a pas tant été sur la cible, sur ce qu'on voulait. On savait qu'on voulait offrir à nos clients des produits et des services de qualité en utilisant au maximum les outils du numérique. Ça a été de nous challenger en interne et de parler tous le même langage. Avec des niveaux de compréhension différents. C'est vrai que Nicole en parlait ce matin. Créer une page Facebook, certes, mais ça ne parle pas forcément de la même façon à un directeur général, à un chargé de communication, à quelqu'un du marketing. Donc notre enjeu, nous, il a été en interne. On dit effectivement que la chenille devient papillon. Nous, on est
un gros mammouth avec près de 500 employés. Donc en fait, notre enjeu, il a été d'embarquer tout le monde avec des nouvelles méthodologies. On peut dire qu'on y est presque arrivé aujourd'hui. Donc il y a des choses qui vont être visibles pour les clients à l'extérieur, mais notre challenge, il a été en interne. On essaye de développer des plateformes collaboratives, beaucoup d'échanges. On a travaillé une méthodologie de projet qui était tout à fait différente en faisant intervenir des gens de différents métiers. En termes d'organisation, on parle de méthode agile. Alors oui, on a fait une salle avec plein de post-it qu'on a essayé de décorer, ça ne marche pas toujours. Mais voilà, ça a été beaucoup de partage, beaucoup d'explications sur l'ambition qu'on voulait donner au groupe Socredo et à nos collaborateurs autour de 5 enjeux qui sont une vraie stratégie de valeur, qui sont de se dire aussi, on voit les acteurs, on voit des acteurs à l'extérieur qui sont beaucoup plus agiles. On peut parler des fintech effectivement, et notre enjeu a été de se dire, ok, on est challengé par des nouveaux acteurs, mais nous aussi on peut se mettre à niveau en essayant de mener des actions peut-être toutes simples, et aussi en essayant d'apporter, notre sujet et l'acculturation au digital de nos collaborateurs, de nos employés, mais également de nos clients. Donc c'est vrai que une des grandes actions qu'on a mis en place cette année, ça a été l'application mobile. Alors ça a été, c'est une réussite pour la banque, parce qu'effectivement, c'était de se dire tout le monde a un site de banque en ligne, effectivement, donc c'est le b.a.-ba aujourd'hui qu'une banque doit avoir. Mais pour nous, c'était aussi de passer ce cap et de se dire qu'un client, à tout moment, il peut aussi avoir accès à ses données clients, faire des virements à quelque endroit qu'il se trouve. Après, Vincent, effectivement, en parlait, il y a le sujet de l'équipement. Tout le monde n'a pas un smartphone, un iPhone. Mais nous, on est persuadés, effectivement, qu'avec cette application mobile, on pousse les gens aussi à maîtriser leur budget, en étant beaucoup plus connectés, en ayant des informations beaucoup plus fluides sur leur compte. Donc bien sûr, on s'est pas arrêté effectivement à l'application mobile. On a mis en place en fait des actions en interne, notamment le Digital Day, qui est une journée en fait qui est dédiée au personnel, avec la présentation de quelques applis qui se font à l'extérieur dans d'autres banques. On essaye d'être participatif et d'avoir des échanges les plus collaboratifs possibles. La nouvelle application dont je vous parlais et d'autres produits et services qui remettent un petit peu en cause effectivement la banque et les agences bancaires telles qu'on le voit de façon traditionnelle, avec des bornes de dépôt espèces, des bornes de remise de chèques en liasse, bientôt les relevés électroniques également, puisqu'on compte mettre en place les relevés électroniques en début d'année prochaine pour aller au cœur du processus de dématérialisation. Et offrir des nouvelles fonctionnalités à notre carte Socredo. Et c'est là où effectivement on s'est challengé, parce que cette carte, pour ne pas vous cacher, qu'on a longtemps appelée la carte du pauvre, c'est la carte Socredo qui bénéficie d'une interrogation du solde de minute en fait dès que vous faites une transaction. Et ben on a voulu permettre à notre clientèle aussi dite fragile, soi-disant fragile, lui offrir aussi ces nouvelles fonctionnalités pour que cette population aussi puisse faire des paiements en ligne, des achats sur Internet et demain avec le sans contact qui arrivera, que la banque commercialisera également. Et je finis sur les enjeux de demain que sont aussi la souscription en ligne. C'est-à-dire qu'une banque, ce qu'on souhaite faire, c'est là où on a des services à faible valeur ajoutée, c'est de les automatiser au maximum avec des processus digitaux, et garder les services à forte valeur ajoutée avec un accompagnement aussi du chargé de clientèle. La souscription en ligne, avec la signature électronique maintenant qui est applicable en Polynésie, va nous permettre aussi d'offrir à nos clients
qui souhaitent plus forcément se déplacer en agence, de faire des signatures à distance. C'est-à-dire que vous pourrez faire vos demandes de crédit, d'augmentation de découvert demain, peut-être à distance avec ce process-là, toujours avec des normes de sécurité et l'encadrement réglementaire qu'il faut. Donc pour nous, c'est vrai que c'est un plan ambitieux sur 3 ans et on espère franchir les étapes avec réussite. Et notre enjeu, de toute façon, c'est la qualité client. Et juste pour compléter, et ça a été dit par Olivier ce matin, c'est une recherche permanente d'amélioration. Les chantiers sont toujours en continu, avec des cycles de développement courts. C'est important, et c'est toute la démarche agile, c'est d'être capable de ne pas être dans des effets tunnels et d'avoir systématiquement une valeur ajoutée pour le client. Donc sur l'application mobile, on a lancé la première version au mois de mars. On travaille déjà sur la deuxième version qui sera lancée en début d'année 2018. Et on est déjà en train de penser aux fonctionnalités de la V3 et ainsi de suite. Il faut être capable, et c'est vraiment cette recherche d'innovation, de remise en cause, d'ouvrir plusieurs chantiers, d'être capable d'être en mode test and learn. Il faut systématiquement se remettre en question. C'est vrai que c'est compliqué pour les entreprises. Et pour les banques en particulier, puisque c'est quand même une remise en cause du modèle, c'est une remise en cause des modes de fonctionnement un peu historiques, c'est une remise en cause du système très hiérarchique et pyramidal. Le fameux système et sujet du reverse mentoring, c'est un vrai sujet. Tous les collaborateurs doivent être embarqués dans cette ambition et chacun doit participer et collaborer. Et on s'aperçoit que finalement, voilà, chaque employé, chaque collaborateur, quel que soit son service, a des choses à apporter, et lui-même client. Et c'est vraiment important de travailler les fondamentaux de cohésion, d'esprit d'équipe, quoi. Et on va finir par la présentation et le lancement d'une petite vidéo, si c'est possible, qui présente cette appli, pour ceux qui ne la connaissent pas. N'oubliez pas de la télécharger. La Banque Socredo vous présente sa nouvelle application mobile. Adaptée à plusieurs types d'appareils, elle vous permet d'accéder simplement et rapidement à vos informations bancaires. Vous pouvez paramétrer votre application en sélectionnant votre compte favori, en définissant les limites de votre jauge et en choisissant de recevoir des alertes. Consultez aisément vos comptes et suivez leur évolution en temps réel, ainsi que vos encours cartes. Consultez facilement l'état de vos crédits et de vos placements. Réalisez à tout moment et partout vos opérations. La grande nouveauté, effectuez vos virements avec authentification par SMS. Avec les nouvelles fonctionnalités, faites également votre simulation de crédit en toute autonomie. Et enfin, transmettez votre RIB de manière simple et rapide. L'application mobile Socredo, une application unique dans le domaine bancaire en Polynésie. Si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça avec une vidéo... Non, j'ai une question pour toi. Tu as parlé de l'adhésion de votre personnel, notamment dans votre politique de transition digitale. Aujourd'hui, quels sont les moyens financiers que vous consacrez à cette politique ? En termes forcément de plan de transformation digitale, en termes de mise en place de nouveaux outils, ça nécessite effectivement des budgets. Alors c'est clair que j'ai eu l'occasion de l'exprimer au titre d'Open et du MEDEF. L'innovation passe par l'investissement et il faut que l'investissement soit adapté à la taille et aux moyens de l'entreprise, sachant que, comme l'a dit Evelyne, avant de se lancer dans des investissements, ce qui est important, c'est déjà de travailler sur sa stratégie, de savoir se positionner et positionner son entreprise au sein de son secteur d'activité par rapport à ses concurrents et savoir quelle est son ambition. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, qui est vraiment important de cadrage, il faut définir des enveloppes budgétaires. Je ne rentrerai pas dans le détail des enveloppes budgétaires qu'on a déjà mis en place, mais effectivement, elles sont significatives. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir être performant. Et de toute façon, voilà, c'était du système d'information classique. Aujourd'hui, c'est de plus en plus des aspects plus
voilà, plus digitaux, plus innovants, mais ça reste de l'investissement. Et c'est important, après pas mal d'années où effectivement on a connu une situation économique difficile, que les entreprises voilà, acceptent d'investir, acceptent de prendre des risques. Il y a des prestataires quand même locaux qui peuvent les accompagner, donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Nous, on a aussi fait appel à des consultants métropolitains parce que c'est compliqué et on ne doit pas chercher systématiquement à réinventer l'eau chaude. Il faut aussi qu'on s'appuie sur des benchmarks, sur des expériences qui existent ailleurs. Par contre, il faut systématiquement avoir on va dire la bonne approche de l'adapter à la fois à nos contextes particuliers en termes d'usage client et aussi en termes de culture. Je vous propose de passer à la troisième présentation par Christian, donc, qui va nous présenter deux solutions, le co-branding international, ou international co-branding, et le cashless. On finira ensuite par un certain nombre de questions, donc cette fois-ci du public. On est un petit peu en retard, donc il va falloir faire... J'accélère, c'est ça. Okay, merci Carl, bonjour tout le monde. Comme l'a dit Evelyne tout à l'heure, elle a cité un certain nombre de produits, la carte privative avec ses évolutions. On peut payer par carte privative, tout le monde peut payer par carte privative sur Internet maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines. Donc derrière, c'est USB, okay, c'est la partie technique. USB n'est pas vraiment connu du grand public, on n'a pas vocation à être connu du grand public. Non, nous sommes partenaires, fournisseurs des banques locales, hein, la Sucredo bien sûr, mais aussi les autres banques et aussi des commerçants locaux. Juste un petit focus sur cette nouvelle carte. Cette carte-là, à l'origine, c'était la carte du pauvre, hein, Evelyne l'a dit. Donc, à la demande de la Sucredo, nous avons transformé cette carte-là et c'est une carte à la fois toujours locale, carte du pauvre, mais aussi internationale. Donc, elle fonctionne en local et à l'international, sur un des plus grands réseaux cartes du monde, hein, celui qui a été retenu par la banque Sucredo. Donc, derrière, le public ne le voit pas, mais c'est le niveau de sécurité, c'est un niveau de sécurité qui est le même que celui des cartes Visa, Mastercard, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la carte à puce ne connaît pas de faille de sécurité. Donc, nous avons la capacité en local, effectivement, avec nos équipes, hein, que je profite d'ailleurs pour remercier, parce que sans les équipes, on ne pourrait pas effectivement arriver à ce niveau de solution. Okay. Et donc, au VSB, effectivement, nous sommes très, très contents de pouvoir accompagner nos banques clientes dans la Sucredo. Pour ceux qui ne le savent pas, cette carte-là, privative, en local et à l'international, la Sucredo est la première banque française qui sort ce genre de carte. Donc, je pense que ça mérite d'être salué. Bon, le cœur de métier de l'OSB, effectivement, hein, depuis l'origine, nous sommes là depuis une vingtaine d'années. C'est effectivement la carte, le paiement par carte, les retraits, les automatés, tout ça. Donc, bien entendu, nous voulons diversifier nos offres de solutions. Et donc, ce matin, il y a aussi une borne qui a été évoquée, hein, derrière chez OSB. Hein. Evelyne aussi a parlé de bornes qui sont mises en place par la banque, dépôt d'espèces, remise de chèques aussi. Bon. Ceci dit, la carte bancaire, la carte privative, elle a un niveau de sécurité qui est très bien. Ce que nous essayons de faire, en accord avec nos clients, nous avons aussi des commerçants, hein, en plus des banques, hein, nous essayons d'aller plus loin. Et le concept du cashless, bien sûr les cartes sont sans contact aussi, hein, les cartes sont sans contact et effectivement ça permet d'aller beaucoup plus vite. Quand on fait un paiement par carte avec la puce, ça dépend des endroits, mais ça prend entre 20 et 30 secondes, peut-être quelquefois un peu plus. Le sans contact, c'est censé aller très très vite. En une seconde, quelques secondes, ça passe. Par contre, il n'y a pas de saisie le code PIN qu'on saisit en règle générale, ça, il n'y a pas besoin de saisir. Donc, ce que nous constatons, c'est que la carte bancaire, privative, elle se répand de plus en plus. Les banques font des campagnes pour pousser leurs clients et les commerçants à les utiliser de plus en plus. Notamment, l'année dernière, c'était l'acceptation du paiement en premier franc, pour éviter effectivement de se dire en deçà de 2000 francs, on n'accepte pas. Okay. Donc nous essayons d'aller plus loin et donc
nous cherchons, nous proposons aussi, nous essayons de proposer des produits en local qui permettent d'aller plus loin. On parle d'instantanéité, effectivement, le sans contact, une seconde, allez, une seconde. Donc, on a cherché un produit qui était comme ça. L'expérience client, la carte, elle s'arrête au paiement aujourd'hui. On a essayé de regarder un peu plus loin pour ne pas s'arrêter à l'acte de paiement, mais aussi à l'utilisation qu'on peut faire derrière. Quand on achète un ticket de cinéma, on a le ticket, on va le ticket. Nous avons cherché un produit qui permet d'éviter le ticket aussi. On allait jusque-là. Okay. Bien sûr, sécurisé, ça ne peut pas faire autrement. Donc tout ça, effectivement, il y a des critères techniques. On ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est la lecture à puce, RFID, NFC. C'est un produit qui est rechargeable. Okay. Une carte de paiement, soit c'est sur le sol, soit c'est un crédit, une espèce de crédit. Là, la personne qui a ce produit-là pourra recharger, pourra mettre 1000 francs, 2000 francs en fonction de ses moyens, en fonction de ce qu'elle veut faire avec. Voilà, on parle de paiement instantané. Parce que l'acte de paiement, avec ce type de produit, il n'y aura pas besoin de réseau. Pas besoin de réseau Internet, ni de réseau mobile. Bien sûr, derrière, après, au niveau du commerçant, du gestionnaire qui va proposer ce genre de produit, il y aura besoin d'Internet. Mais l'acte de paiement, pour le client, l'utilisateur de base, ce sera très rapide. Voilà. En fait, ce que fait Visa prochainement, dans environ 2 mois, ils vont lancer ce type de produit. Ils vont aux Jeux Olympiques d'hiver qui vont se dérouler au mois de février en Corée du Sud. Ils vont proposer des produits de ce type-là à base de pins, des gants, des autocollants. Dedans, il y aura une puce. Okay, c'est le même type de puce que nous allons donc proposer en local. Vous voyez quelques exemples de bracelets. Donc c'est ce qu'on appelle un peu, c'est un peu un début de la technologie des objets connectés. Il y aura une puce dedans, sans contact, paiement en 1 seconde, pas besoin de réseau. Donc c'est un produit que nous avons mis au point avec des partenaires, bien sûr, on ne l'a pas fait tout seul. Notre vocation non plus, ce n'est pas forcément de tout réinventer la poudre. Parce que nous sommes soumis dans le domaine du paiement à des réglementations de sécurité, à des technologies très avancées. Bien sûr, on fait appel à des partenaires et notre rôle, c'est d'intégrer tout ça, de le mettre au format polynésien. Vous voyez, vous avez quelques exemples de ce qu'on peut faire avec. Je pense que le champ de possibilités, en complément de la carte, sera énorme. On peut imaginer pour les touristes qui arrivent un package, pourquoi pas, un package avec un certain nombre de montants prépayés, par exemple 5 000 francs. Il peut aller faire du commerce chez des commerçants qui sont dans le package avec des remises, ainsi de suite. Ça peut être aussi pour les loisirs. Le bracelet est étanche. Okay, il est étanche, donc on peut aller dans l'eau avec. Vous n'avez plus besoin de monnaie. On peut imaginer aussi, effectivement, pour les enfants, nous sommes tous parents, la plupart d'entre nous en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours, toutes les semaines? On donne 1000 francs, 2000 francs pour nos enfants pour qu'ils aillent acheter. La carte, c'est un peu plus compliqué. Alors que là, le parent, il peut recharger. L'enfant aura que ça, il ne pourra pas aller faire autre chose. Voilà. Okay. Voilà. À l'origine, ce type de produit a été lancé pour l'événementiel. Notamment en France, il y a ce qu'on appelle le Hellfest, qui est un événement concert international. Et donc, ils utilisent ce genre de produits pour payer les consommations. Voilà, un exemple sur lequel on espère pouvoir bien sûr proposer et que ça soit accepté, c'est dans tout ce qui est restauration rapide, où il y a beaucoup de fréquentation et il faut que l'acte de paiement soit rapide. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Karl, si tu es d'accord, nous allons ouvrir la parole au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, une question rapide pour ce produit, puisque le bracelet, c'est plutôt intéressant, mais sur la sécurisation, est-ce qu'il y aura quand même un code? Quel est l'acte de sécurité? Est-ce que c'est un produit qui pourrait être éventuellement volé et utilisé à de mauvais effets ou mauvais usages? D'abord, il est rechargeable, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas une carte bancaire, ça dépend du type de carte, mais les hauts de gamme, on va jusqu'à 1 million, voire plus de dépenses possibles. Si on perd la carte et le code, là c'est compliqué. Là, c'est du rechargeable, ce n'est pas censé aller à des montants importants de 1 million. Déjà, ça limite le risque. L'espèce, quand vous perdez, c'est fini, vous ne pouvez rien faire. Le bracelet, si vous le perdez, vous pourrez faire opposition. Donc, ça limite déjà le risque aussi. Mais il n'y a pas de code.
l'idée, c'est d'aller vite. D'accord, intéressant. Déjà, on peut faire opposition, c'est déjà super. Est-ce que quelqu'un aimerait réagir à nos différents intervenants, que je vous demande d'applaudir d'ailleurs en passant. Merci pour vos présentations. La parole est ouverte, n'hésitez pas à vous manifester, je vous donnerai le micro. Et comme d'habitude, je vous demande de vous lever et de vous présenter. Maruru. Donc bonjour, donc je suis développeur en informatique et en fait ma question va s'adresser à OSB. Donc en fait, j'ai beaucoup travaillé avec les méthodes de paiement en ligne, notamment l'OSB. Et actuellement, il n'y a pas vraiment d'interface comme PayPal où on peut en fait vraiment communiquer avec OSB, soit pour faire de la programmation pour soit arrêter des paiements en ligne ou des choses comme ça, qui sont accessibles avec PayPal, qui propose une API en ligne. Et du coup, nous, on est un petit peu bloqué en tant que développeur pour innover un petit peu au niveau digital, puisqu'on n'a pas en fait forcément les outils pour communiquer avec OSB et proposer des solutions innovantes pour le pays. Tu cites PayPal. En fait, PayPal n'est pas, à ma connaissance, représenté en Polynésie. Donc, si vous voulez travailler avec PayPal, il faut s'adresser directement à PayPal, soit US, soit France. OSB, effectivement, PayPal, c'est un modèle un peu américain, effectivement d'origine américaine. Nous avons un autre produit que nous proposons aux banques commerçants qui s'appelle Payzen by OSB. Et cet outil a des API. Okay? En standard, il accepte, il a déjà des API pour un certain nombre d'outils, pour construire les sites de e-commerce, Magento, et tout ça. Okay? Moi, je peux que te proposer Avril, de nous contacter, on verra ce qu'on peut faire. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de mauvaise question. Hein. Le problème, ça serait de ne pas la poser, justement, cette question. La parole est à vous. Bonjour, moi je suis juriste. J'avais une question par rapport au Bitcoin. Il faut savoir quel était le positionnement de la banque Socredo par rapport au Bitcoin, alors qu'on voit de plus en plus des gens se détourner du système bancaire, parce que le Bitcoin permet de détourner des sanctions économiques. Je voulais savoir comment la banque Socredo comptait se positionner par rapport aux crypto-monnaies en général. Voilà, c'est tout. Alors déjà, on va peut-être banaliser le discours. Qu'est-ce que le Bitcoin ? Je pense que tout le monde a entendu parler du Bitcoin, mais aujourd'hui, très clairement, c'est tout l'objet de notre démarche. C'est, je le répète, j'insiste, c'est de repartir d'une stratégie, de repartir des besoins des clients. Et quand on a aujourd'hui, l'année dernière, quand on s'est adressé aux clients à la fois particuliers et professionnels, aujourd'hui, leurs attentes sont sur des sujets relativement simples. Ce qu'on est en train de faire, dans l'absolu, une application mobile, ça n'a rien de révolutionnaire. Qui dit innovation, qui dit ambition digitale, ne dit pas nécessairement être à l'avant-garde. Nous, on cherche à être, et on le répète, on sert 137 000 clients, on cherche à mettre en place des outils et des solutions qui répondent aux besoins du plus large et du plus grand nombre. Et aujourd'hui, même si on cherche à numériser, à digitaliser, il y a un terme qui sonne doux à mes oreilles, c'est le cashless. Aujourd'hui, effectivement, on a une ambition très forte de diminuer les flux espèces et les chèques. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les usages vont beaucoup encore sur le cash, à Tahiti, dans les îles encore plus, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des raisons plus obscures. Je crois que la DICP, qui n'est pas très loin, saura de quoi je parle. Et on a beau avoir cette ambition, c'est des choses qui vont prendre du temps. Donc le Bitcoin et le crowdfunding, c'est des sujets innovants qui sont très très bien. Moi je salue toutes les initiatives. Maintenant je pense que ça ne correspond pas aux préoccupations et aux attentes des Polynésiens, en tout cas de la majorité, qui attend plutôt qu'on soit aujourd'hui à leur service. Ils attendent de la relation omnicanale, ils attendent de l'instantanéité, ils attendent du H24, ils attendent de la qualité de service, de la réactivité, ils attendent des solutions efficaces et aussi au meilleur prix. Donc on s'attache plutôt à ces sujets-là.
Et on essaie d'être à la fois à la pointe, et effectivement, on travaille très clairement sur la souscription en ligne et la signature électronique, mais on travaille aussi sur des bornes de dépôt espèces, avec des problèmes d'encaisser des pièces, avec voilà, des sujets de mécanique. C'est effectivement très basique, mais c'est la réalité aujourd'hui de notre quotidien et de celle de la majorité des Polynésiens. Alors moi, je vais rebondir sur cette histoire de crowdfunding. Aujourd'hui, on a la chance, et je voudrais inverser l'ordre de parole, on a la chance dans la salle d'avoir une jeune start-up qui s'apprête à lancer sa plateforme de crowdfunding, crowdsourcing. Jennifer, tu me vois ? Tu me vois arriver surtout. J'aimerais que... Alors, je te rejoins effectivement sur le fait que ce genre de plateformes ne correspondent pas forcément aux demandes des usagers. Par contre, elles peuvent concerner bon nombre de startups. Est-ce que, Jennifer, tu confirmes ? Est-ce que tu veux prendre la parole, s'il te plaît ? Oui, oui, je confirme. C'est ce que j'allais faire, justement. Bonjour, Jennifer. Bonjour, donc Jennifer Chakouté. Donc, je suis en train de lancer une plateforme qui s'appelle Cereva. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, il est vrai que monsieur et madame tout le monde, dans leur quotidien, n'ont pas nécessairement besoin de crowdfunding parce qu'ils ont besoin d'un service bancaire de qualité qui les aide dans leur quotidien. Par contre, il y a énormément de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, que ce soit des associations qui ont besoin de financement. Je vais citer par exemple la Saga, l'un des premiers projets que nous avons sur la plateforme, qui souhaite envoyer une centaine d'enfants. En tout cas, on va essayer de financer via le crowdfunding une centaine d'enfants. Ces gens, ils ont besoin de nous, en fait. Et le crowdfunding est l'une des solutions. Il en existe d'autres, mais c'est l'une des solutions. Nous avons également sur la plateforme Ecovrac, une jeune fille qui a une belle idée. Et alors, elle va se tourner vers les banques. Et le crowdfunding, c'est un financement alternatif, une autre possibilité de finaliser le budget. Alors, ce sont des critères différents qui s'ajoutent finalement au financement traditionnel. Mais je vous rejoins, en effet, au quotidien, monsieur et madame tout le monde ont besoin d'autre chose. Crowdfunding, c'est un autre axe. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jennifer, ne serait-ce que pour obtenir l'apport, pour ouvrir un projet par exemple. Bravo. Excusez-moi, je voulais juste rebondir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et en général, sur les fintechs, de façon globale, les fintechs, il faut les voir comme un service complémentaire aux banques traditionnelles que nous sommes. Et les fintechs... alors c'est vrai qu'elles sont beaucoup les fintechs, ça a été souvent des anciens banquiers qui après la crise financière ont monté leur propre start-up. Mais voilà, nous on a cette approche qui est de dire le marché il est celui-ci. On est des banques, on est des mammouths, on essaye d'avancer et d'offrir des produits de qualité à nos clients. Et je crois qu'il faut accepter que dans le marché, il y a des acteurs qui ont des méthodologies de travail beaucoup plus agiles aussi que les nôtres. Cette plateforme collaborative, nous on les salue, on est les premiers à les saluer et aussi à participer à la promotion aussi de toutes ces actions-là. Mais voilà, nous, je pense que les fintechs, c'est un service complémentaire qui permet de désacraliser aussi la finance et de simplifier le modèle bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc pour moi, ça reste bien complémentaire. Merci beaucoup. Il y avait à nouveau une réaction dans la salle, s'il vous plaît. Oui, c'est Laurent Dertaitin. Oui, j'ai une question pour Vincent et Evelyne. Est-ce que la taille du marché polynésien, qui est tout en relativité petit par rapport au marché que vous avez dû benchmarker, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, est un frein ? Est-ce que c'est une contrainte ? Enfin, comment vous avez un peu présenté les choses en termes de ROI ? Parce que nous, on se pose la question aussi. Il y a quand même un investissement minimum pour faire une application qui réponde en tout cas aux attentes des clients. Sinon, ça va être
un peu compliqué. Voilà. Est-ce que vous avez eu cette contrainte-là et si oui, comment vous la gérez? Oui, on a eu cette contrainte et pour citer une anecdote, le directeur de l'Institut, Claude Perriot, qui est proche du groupe Socredo, m'avait fait la remarque il y a quelque temps, bon, ton appli elle est bien, mais par rapport à celle de la BNP, elle est quand même moins bien. Alors c'est vrai qu'elle est moins bien, c'est vrai qu'il faut être ambitieux, qu'on est ambitieux, mais il faut être effectivement réaliste. On doit effectivement avoir quand même cet aspect de ROI en tête et trouver le bon curseur. Et c'est vrai que c'est une réflexion qu'il faut systématiquement avoir. On a des contraintes logistiques, je le citais. On a un nombre de clients qui est important à l'échelle de la Polynésie, mais qui est très faible au regard des marchés continentaux. Donc c'est compliqué. Le modèle est très compliqué, mais c'est un équilibre à trouver, sachant que il faut systématiquement essayer de privilégier la valeur ajoutée et l'attente client, et non pas se faire plaisir et chercher entre guillemets à gadgetiser. Il y a des choses qui sont vraiment utiles, il y a des quick wins. Et par contre, il y a des choses qui sont trop complexes et qu'à ce moment-là, il vaut mieux laisser de côté dans un premier temps. Vas-y, Karl. On a la chance donc d'avoir les représentants du groupe Socredo et de Prism. À quand un prochain partenariat entre Socredo et Prism pour l'innovation en Polynésie? C'est en cours. Donc on n'en saura pas plus, c'est ça? Ah, c'est dommage. On peut les applaudir, s'il vous plaît, nos intervenants qui nous ont donné des exemples d'expériences innovantes. Merci beaucoup.